Bonjour Christina, Donc Ça je va? viens de ça va et l'enregistrement. toi? Oui, je C'est viens cool de juste se parler en vrai. pour parler de ton problème, hein. C'est cool de se parler en vrai en plus. Oui, oui, c'est ça. J'aimerais quand même. Voilà. Tu es sur Lyon, Nelly? Comment? Tu habites où, Nelly? Je suis à Nice, enfin, Ah, entre Nice et d'accord. Monaco. Ah, très sympa. Voilà. À Monaco aujourd'hui d'ailleurs. Il y a pire. Très bien. Oui, c'est pas bien. On a perdu. C'est Caroline. Caroline, elle n'a pas suivi. Oui. Alors, bon, après, je suis toujours sur l'autre lien si elle veut y revenir, mais. Elle est là-bas. Oui. Caroline, je te remets le lien. Hop, il est dans le chat. Ça doit arriver. En plus, moi, je vais faire d'autres. Ok, on est tous là. Désolée. Donc, si je reprends la discussion d'avant, aujourd'hui, pas forcément de besoin, Caroline, c'est ça? Non, pour l'instant, ça va. Je pense que les prochaines semaines, oui, parce que justement, c'est ce que je disais là sur l'autre chat, on est en train de beaucoup de travailler sur une autre solution que GA4, de plus en plus. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce qu'il faudrait apprendre pas mal de trucs. Et sur les interfaces aussi comment dire, de DataVis. Voilà, donc, je sais pas après si vous avez voilà, des conseils à nous donner sur ça. C'est ce que je disais, c'est Power BI, c'est un outil que j'utilise très peu. J'apprends à utiliser. Heureusement, moi, je travaille avec des collègues qui le connaissent, mais c'est vrai que des fois, quand on fait des cadrages de besoins auprès des clients et qui sont habitués à l'utiliser, que nous, on connaît bien Data Studio ou Looker Studio ou autre, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes vocabulaire. Voilà. Et je ne sais pas si ça rentre justement dans le périmètre du bootcamp. Voilà, c'était pour échanger là. Si, carrément, ouais. Carrément. Je vais finir par inviter ma femme, du coup, au bootcamp. Parce que ma conjointe est data analyst, du coup. Donc, pour la partie Power BI, Tableau, Looker Studio, souvent, en fait, ça dépend déjà de l'environnement du client. Typiquement, un client qui est full Microsoft, avec du Azure, avec du Teams, etc. C'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser du Power BI parce qu'il va y avoir une grosse interactivité entre les outils. Après, à titre personnel, c'est pas l'outil le plus intuitif du marché. C'est pas le plus simple. Donc, c'est-à-dire faire du Power BI pour juste faire du Power BI, c'est pas quelque chose que je conseille, d'autant qu'il faut maîtriser le langage d'Axe. Voilà, c'est pas le plus simple. Et souvent, Power BI, c'est plus destiné, ça porte bien son nom, à de la BI, donc secteur finance, secteur sales. On l'utilise moins pour des données marketing, où forcément, Looker Studio a pas mal d'avantages, notamment quand on l'utilise avec BigQuery pour centraliser des données.
Et enfin, Tableau, Tableau, c'est un bon outil. Moi, j'aime bien l'outil. C'est environnement Salesforce. Après, c'est pareil, ça demande un petit peu d'adaptabilité, mais c'est celui qui va se rapprocher le plus de Looker Studio. Et en fait, en réalité, on va choisir l'un ou l'autre des outils, souvent par rapport au profil des personnes qui vont les utiliser. Typiquement, l'avantage d'un tableau, par exemple, ou d'un Power BI, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser sur tablette, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser sur mobile, alors que Looker Studio, on va être cantonné à une vue desktop. Si on a un environnement Salesforce, il va y avoir des intégrations qui vont être plus natives avec Tableau. Donc, c'est toujours des plus et des moins à mettre dans des cases et voir la solution la plus intéressante. C'est un peu comme sur un choix d'outils analytiques. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment la technicité de l'outil. Et il faut que les équipes derrière, alors déjà la personne qui va prendre en charge le projet, il faut qu'elle ait la maîtrise de ces outils-là. Et deuxièmement, les personnes qui vont l'utiliser, il faut qu'elles maîtrisent aussi l'environnement. Ce Power BI, ça peut vite être la machine à gaz une nouvelle fois. Ouais. C'est un peu casse-pipe quand même. Ouais, c'est comme tous les outils, hein, il faut s'y mettre et puis une fois qu'on les maîtrise, ça va, mais Ouais, l'adaptation est toujours un peu longue. Ouais. Moi, je sais que je me suis un peu laissé dedans à l'époque. Pardon ? Quand je disais, ça demande un nouveau langage de données en plus du Power BI. C'est vrai que c'est moins intuitif. Si tu as de l'ADS qui tourne avec AT Internet, nous, on a dû refaire un plan de tagage complet, rajouter des UTM partout. Truc qu'on n'avait pas forcément fait. Mais voilà, donc si tu as des campagnes ads qui tournent, il faudra anticiper ce truc-là. Parce qu'autant Analytics, il comprend complètement ce que fait Google Ads, autant AT Internet, il faut lui donner les bonnes infos, quoi. Voilà, un petit truc, C'est les X-Core que j'ai découvert. Pardon ? C'est les fameux X-Core, là. Alors ça, c'est l'ancienne. C'est plus des... Ça a évolué entre-temps. Attends, je vais te redonner ça. Xstore, c'était avant. Aujourd'hui, on utilise des... Je triche, je les ai plus sous les yeux. Nous, on utilise des AT-du-bas campagne. Et je peux te retrouver si tu veux la doc qui correspond. Ah oui. Ça, c'est un bon point. Hein. Pareil, dans le choix enfin, ça va un peu plus large, mais ça va sur les migrations. Qu'on migre sur GA4 ou qu'on migre vers un autre outil, il y a des effets de bord beaucoup plus grands que juste le transfert de la donnée. Alors, sur GA4, c'est beaucoup plus simplifié que passer à un autre outil. Et typiquement, l'effet de bord numéro 1 que je remarque, c'est le dashboard qui est connecté à Universal Analytics, qui au 1er juillet va plus fonctionner s'il n'y a pas une adaptation de celui-ci. On en revient au dashboarding. Et après, par contre, quand on change d'outil, Paul, tu as raison d'insister sur le fait qu'à partir du moment où on est dans l'écosystème Google, il y a quand même pas mal d'interactions faciles entre les outils. Alors, il y avait Optimize, mais c'est bientôt la fin, mais en tout cas, avec Google Ads, avec la Search Console, c'est des intégrations qui ne sont pas toujours existantes dans les autres outils. Typiquement, Google Ads, de toute façon, c'est possible que dans l'écosystème Google. Et si on passe sur Matomo, par exemple, c'est sûr qu'il faut mettre des UTM dans ces campagnes. Si Piano, c'est pareil. Piwik, c'est pareil. Voilà, toutes les solutions du marché. Et Bruno avait sorti un générateur de liens UTM qui peut être pas mal à partager avec toutes les personnes qui vont faire ça. Je peux le retrouver aussi. Je l'ai encore vu passer ce matin. Faut que je le retrouve. Ouais. Je cherche la doc. Pardon ? Je m'en sers pas mal avec mes clients, il est vraiment bien fait. Et je retrouve pas la doc de AT. Bon, elle va ressortir. Mais ça fait pas longtemps qu'ils ont changé, c'est parce que... T'en as qui utilisent encore du Xstore. J'ai bossé un moment pour Paris Vendu et on utilise du Xstore, ouais, effectivement. Mais ça a migré entre-temps. Oui, parce qu'il y a eu il y a eu comment ils appellent ça, la migration là, avec Piano. Et ça a été fait en 2 temps l'année dernière. Et moi, je crois que c'était juste avant la migration, enfin, le rachat final où on a fait encore une migration. Et là, depuis, là, on a une autre ici, là. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu qu'il y avait eu une mise à jour entre guillemets, des UTM d'AT Internet.
Je viens de te partager l'ancienne doc, et justement, il est bien écrit en haut de on a migré, donc on n'est plus là-dessus. Et effectivement, l'ancienne doc parle de Xstore. Et je ne trouve pas la nouvelle. D'ailleurs, ils ont un générateur d'URL en interne. C'est intéressant ça. Pareil, je te mets dans le chat si tu veux les mettre de côté. T'as un générateur d'URL directement intégré. Ah bah, voilà, bah, du coup, tu les as. Tu as les anciens avec les Xstore à gauche, donc le générateur d'URL est dans le chat. Tu as les anciens Xstore et maintenant tu as les AT tiré du bas suite. Et donc, par exemple, ton générateur d'email d'acquisition, ton générateur de publicité, affiliation, etc. Tu peux tout rentrer dedans et il va te générer tes liens. Donc, ouais, bien penser à ça. Sinon, tu vas être en carafe niveau data. C'est pas cool. Ouais, d'accord. Et pourquoi vous passez sur AT? C'est un gros client qui ne. Je pense, franchement, c'est au niveau sécurité. Je pense qu'ils le font. Ouais. Je pense qu'il y a des données sensibles et puis tout ce qui est CMP, tout ça, des fois sur Google, c'est compliqué à gérer sur Analytics. Hein. Et bon, là, c'est un gros client, une grosse boîte qui a plusieurs sites et je crois que. Je pense que c'est des décisions qu'ils prennent en haut. Ils décident de migrer tout leur site là-dessus. Hein. Alors, ils sont plutôt autonomes en interne pour le coup. Hein. Nous, on prépare juste les data layers pour eux et eux, ils intègrent les plans de table. Et après, on fait toute la data vise. Mais bon, c'est plutôt intéressant, quoi. C'est intéressant, mais c'est vrai que des fois, ça va loin du métier. Hein. Moi, je sais que à la base, je suis plutôt formée sur du market, voilà, les campagnes Google, du SEO. Je fais beaucoup de SEO. On fait beaucoup de SEO dans l'agence, etc. Et moi, j'aimais bien la data vise et tout. Franchement, je suis autodidacte là-dessus. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui partagent des trucs comme ça. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça et je crois que depuis plus de 10 ans, quand je dis autodidacte, non, je suis pas autodidacte, mais j'apprends avec voilà, des choses en ligne comme ça, des webinaires, des trucs comme ça. Et maintenant, on a de plus en plus de collègues, de free qui viennent avec nous et qui sont vraiment, vraiment pour le coup experts. Donc voilà, hein. Ça me fait monter un peu en compétence. Bon, après, c'est pas moi qui mets les mains dans le cambouis à 100%, hein, pour tout vous avouer. Donc oui, on peut, ça je le dis souvent aux étudiants que j'accompagne, on peut faire encore des choses, de la gestion de projet global, de plan de tag, de data analyse et tout, sans forcément être technique à fond, quoi. Il faut juste avoir les bons partenaires avec nous. Voilà. Mais c'est intéressant, mais moi je n'ai pas du tout un profil de data analyst ou d'ingénieur, je ne fais pas du tout ça, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une vision globale. Moi je suis plus sur du parcours user, des taux d'amélioration de taux de conversion, l'acquisition, quoi. Hyper clair. Et pour AT Internet, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui nous demandent ça, hein, de plus en plus. Piano, ouais, c'est pas mal demandé. Ouais. C'est pas si cher en plus ça pour des grosses boîtes. Hein. Non, il faut être. On était dans une ère où l'analytics était gratuit et voilà. Donc ça c'est fini ce truc-là. Maintenant, il faut payer pour avoir de la data. Et du coup, c'est plus simple aujourd'hui de vendre des outils comme Piano que ça l'était avant. On a changé d'ère. Je pense que c'est une discussion que j'avais eue, on avait eu au SMX, il me semble, mais pendant des années, en effet, on a eu un outil comme Universal Analytics qui était gratuit, mais si on regarde la valeur intrinsèque de l'outil, Universal Analytics c'était gratuit parce que derrière il y avait Google Ads et l'objectif de Google c'était qu'on ait le maximum de data pour que derrière on vienne justifier des dépenses publicitaires. Et si c'était un éditeur indépendant qui avait lancé Universal Analytics, ça n'aurait pas été choquant que la solution vale à minima le prix de l'Ariane qui vaut 2000 € par mois. Ouais, clairement. En termes de données qu'il y avait dans l'outil, c'était un outil qui était très complet. Donc c'est pas étonnant aujourd'hui qu'il y ait des acteurs qui arrivent sur le marché et qui viennent proposer des solutions à 2-3 000 € par mois. Et il y a des solutions qui valent bien plus cher, type CDP. C'est encore un autre sujet, mais les grosses boîtes aussi vont vers ce type de solution maintenant. Moi, j'ai du mal à vendre à mes clients l'Analytics Helper de Cyrdata,
qui permet de rendre du coup GA4 complètement, enfin on peut l'utiliser en totalité et être RGPD compliant en fait. Et du coup on leur dit ça, on leur dit mais en fait aujourd'hui votre analytics ça a toujours été gratuit. Aujourd'hui il vaut juste 50 € par mois. Mais même ça, tu vois, tu parles de 2000 €, mais c'est même pas la peine. Je trouve qu'avec Analytics, on a tout. C'est le super outil ultra puissant, le meilleur du marché dans le monde. Par contre, il vaut que 50 € par mois, mais vu qu'ils l'ont eu pendant 15 ans gratuitement, bah, c'est même difficile à leur faire passer 50 € sans passer sur... Parce que si quelqu'un me dit, oui, mais GA4, il est pas... on peut pas le mettre carré, je dis, bah si, il y a une solution, voilà, c'est l'Analytics Helper, moi, je me suis pas mal renseignée dessus. Et ils disent, non, mais c'est bon, de toute façon, moi, je suis un petit site, je me ferai pas taper par la CNIL, machin, et ils veulent pas, ils se disent, non, je vais pas payer Analytics. En fait. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est intéressant. Non, mais c'est ça, c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis. Au final, pour avoir des stats, c'est toujours le même outil qui pourrait valoir en effet 2000 € hein, si c'était un indépendant, si c'était pas Google par exemple. Mais au final, des fois, on se rend compte qu'ils veulent pas, mais on leur dit, bah, si vous voulez passer sur une autre solution qui est aussi puissante, vous allez payer bien plus cher pour être en légalité aussi. Donc finalement, oui, en effet, les choses gratuites deviennent payantes aussi. C'est dans ce sens-là que je le disais, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que si on regarde bien, alors moi j'ai tout type de clients, j'ai le type de client qui en a absolument rien à faire du RGPD et même quand je vends par exemple du server-side, la question de la proxification elle rentre même pas en jeu parce que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est les adblockers, c'est CAPI, c'est tous les sujets du server-side sauf la proxification. Et à côté, il y a les très gros clients, eux, qui vont être qui vont soit passer par une solution, soit qui vont brider totalement leur outil. Je pense qu'il y a un côté aussi insouciance de se dire déjà je vais payer 50 balles alors que je vais jamais me faire toper par la CNIL parce que la CNIL aujourd'hui c'est Adopi, enfin l'interdiction de Analytics c'est Adopi. Déjà je respecte même pas la loi avec ma CMP donc c'est pas pour me mettre avec un jaquette fermé. C'est assez intéressant. Toi, tu utilises pas mal l'Analytics Helper. Je vois souvent qu'on en parle dans le Discord. Moi, mais en fait, j'arrive pas. Je l'ai jamais utilisé en fait parce que j'arrive pas à le vendre. Quoi. C'est un truc de fou. Il y a personne. Je l'ai déployé chez personne en fait. Je l'ai proposé à une dizaine de personnes, une dizaine de clients. À chaque fois, on le propose maintenant. On a même la décharge RGPD au final qu'on fait quand on fait un plan de marquage GA4. Mais personne ne se sent concerné. Ils disent, non, mais donnez-moi votre décharge. Moi, je suis prêt à signer la décharge comme quoi je sais que je suis pas en conformité. Je m'en fous parce que de toute façon, je préfère vous signer la décharge que payer 50 balles, quoi. Donc, on n'arrive pas. C'est pour ça que je me suis beaucoup renseignée. À chaque fois, j'aimerais bien, au final, finir par l'installer au moins une fois, quoi. Mais c'est vrai, les gens se sentent pas concernés et ils veulent pas payer pour du web qu'ils ont toujours eu gratuit, quoi. C'est pour eux, c'est pas. Regardez la catégorie de clients, du coup. Je pense qu'il y a les clients qui ont des gros budgets aujourd'hui pour payer des outils et d'autres qui vont maximiser à fond les investissements publicitaires et qui 50 €, ils préfèrent le mettre dans la pub que sur de la proxification. Ouais. Mais des fois, ils préfèrent pas le mettre du tout. Pour eux, c'est universel depuis toujours gratuit. Pourquoi je paierais aujourd'hui, quoi. Ils ont du mal à voir les choses qui évoluent, en fait. C'est difficile, hein. C'est difficile. T'as vu la dernière formation de Bruno qu'il a sortie sur la partie e-commerce GA4 ? Oui, tu me demandes à moi ? Ouais. Oui. Oui, bah, je suis en train de finaliser l'abonnement là, pour justement y avoir accès. Parce que dans un moment, il présente des offres et entre autres, je viens de te le mettre dans le chat. Merde, du coup, il me manque une partie. C'est un peu cool. Bah, je vais te partager mon écran. Alors, on est plutôt sur la partie... Elle est où ? Elle est là. On est plutôt sur la partie server-side. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, bien que on s'en approche. Moi, ce que je voulais te montrer, c'était la façon dont il justifie, entre guillemets, chaque sujet en mettant, tu vois, des pourcentages de trafic, des pourcentages de conversion, des pourcentages de conversion encore ici. Et ça peut être une solution pour que ça passe mieux dans ton offre. Mais alors, en plus, on leur dit qu'avec CIRData, déjà, la CMP te fait gagner. Ça, par contre, je l'ai clairement vu. J'ai vu des stats complètement remontées dès que j'ai changé la CMP. Je suis passé d'Acceptio à CIRData, je suis passé de 40% à 80 en moyenne, hein, déjà. Et ensuite, oui, on leur dit qu'ils peuvent avoir avec l'Analytics Helper 100% des données, pas de perte sur les clics, tout ce qui est ads et tout ça. Mais voilà, c'est difficile aussi. Malgré ça, c'est difficile aussi, quoi. Oui. Voilà, mais en effet, il faut l'insister dessus. Tu as raison, tout à fait. Ouais. Et les offres, tu vois, ça, c'est des offres qu'on construit avec Bruno sur cette partie-là.
Et moi, je fais tout le temps, notamment plus c'est technique, plus je sors du technique. Je mets l'aspect technique parce que quand le client il va venir comparer ton devis, si tu lui balances juste du vent en disant je vais t'augmenter de 20% les trucs, 30%, dire, ok, mais quelle est la justification? Donc je mets toujours l'aspect technique en premier. Et derrière, en effet, tu mets la preuve. Et le but, c'est d'essayer de mener tes propres expériences ou de regarder les chiffres du marché pour avoir à chaque fois une preuve de pourcentage. Parce que derrière, quand tu dis, ouais, Capi, ça va t'augmenter à minima 20% tes événements, bah là, derrière, le client, il est prêt à payer 2000 balles. Ouais, c'est vrai. C'est direct, hein. Je le vois, hein, c'est les clients, ils sont prêts à payer parce que tu leur promets, en fait, de mieux nourrir l'algorithme, de mieux. Tu leur promets la rentabilité. Et c'est vrai, c'est pas du vent, hein, parce que derrière, plus de données, plus de rentabilité. Mais tu as un chiffre concret, plus qu'en fait partir sur un besoin qui n'est pas qui n'est peut-être pas établi. Le fait de dire vous allez être en conformité CNIL, peut-être que c'est un besoin qui n'est pas établi aujourd'hui parce que le client il en a rien à foutre d'être en conformité CNIL. Peut-être que déjà sur ses fiches propres des clients, sans parler de données analytiques, mais peut-être que dans son CRM, il n'est déjà pas en conformité CNIL. Donc limite la CNIL elle viendrait plus s'attaquer sur ces données-là que sur son analytique. Donc du coup, peut-être essayer d'aller chercher l'analyse. Pour le coup, sur data, quand tu me parles de 90% de taux de consentement, ça, c'est une super approche. Parce que c'est le premier truc que j'entends quand le client ne respecte pas le RGPD et on est sur un consentement de façade volontaire, c'est de dire bah ouais, j'ai essayé, on a mis 15 jours, on s'est retrouvé avec 50% de données, c'est pas loin, quoi. Là, tu vas avoir 90%. En plus, je mets le Google Consent Mode. Ouais, tu peux modéliser les 10% restent. Là, c'est le monde d'avant respectant la loi. Ouais, c'est intéressant pour continuer l'éducation. La CNIL vient fait souvent. Pardon? Oui, en fait, je suis. Ah, Christina. Désolée, je n'ai pas les caméras parce que je suis sur mon portable. Je disais que la CNIL a bien fait son travail parce que hier, j'ai parlé avec un client et qui disait que de toute façon, même avec les server-side et des autres outils complémentaires, et un anonymisant avant d'envoyer les données, côté server-side, la CNIL avait répondu que GA4 n'était pas du tout compliant. Du coup, la publicité qu'ils ont fait la CNIL, elle est très bien faite parce qu'ils ont fait beaucoup de bashing et ils se disent de toute façon, c'est juste des gens qui veulent vendre des solutions pour nous faire payer, mais en gros, on n'est toujours pas, ça sert à rien, ils pourront toujours nous attaquer la CNIL. Du coup, autant continuer comme ça, quitte à essayer de leur attaquer, n'est pas dépenser. Alors, c'est bien ce que tu remontes là, Christina. C'est assez étonnant quand même parce que la CNIL a quand même statué officiellement sur le sujet le 7 juin 2022 en donnant les recommandations sur qui permettent à Analytics d'être compliant. Et on a eu un échange avec Bruno et Paul avec une avocate de la CNIL. Et on peut réellement rendre Analytics compliant. Après, ça dépend toujours. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que la CNIL, ce n'est pas forcément toujours des techniciens. Et ils n'ont pas de niveau d'info. C'est vraiment des techniciens. Et du coup, ce qu'il faut, ça mène à un autre sujet qui est intéressant, c'est de se dire, dès que tu fais une action pour un client qui peut être, où tu viens justifier, dès que tu as besoin de justifier une action vis-à-vis de la CNIL, ce qu'il faut mettre en place, c'est un argumentaire CNIL. D'ailleurs, on avait fait une conférence au SMX avec Christina où il y avait, c'était sur le server side, et c'est un truc tout bête, un argumentaire CNIL, c'est de dire, ok, on a fait telle action, pourquoi on l'a fait, et qu'est-ce que ça change. Et du coup, le jour où il y a un contrôle CNIL, vu que les mecs, c'est pas des techniciens, bah, du coup, tu vas leur dire, ok, nous, on a utilisé GA4, mais on a viré l'IP, mais on a appuyé, on a utilisé Sordata, par exemple, on a pseudonymisé le client ID, des choses comme ça. Et les données partent pas aux États-Unis, preuve à l'appui, par exemple. Ou elles partent aux États-Unis, mais complètement anonymisées. Enfin, elles partent forcément aux États-Unis, mais anonymisées.
Et du coup, au moins, si un jour il y a un contrôle CNIL, tu as l'argumentaire qui passe, quoi. Tu es sûr que le client, il se fait pas toper. Tu te rappelles le nom du conférencier? Alors, c'était Romain Berthe avec... comment il s'appelle? C'était le CEO de... T'embête pas, je l'ai. Purée. Ah non, rien à voir. Romain, c'est le CEO d'Alimwell et Woptimo, il me semble. Woptimo, Bah, tu peux dire. euh, Parce que là, je suis sur les presses du call des confs. mais ouais, elle y est, je l'avais gardé moi aussi parce que j'ai trouvé le document intéressant. Voilà, je faut que je Là, retrouve juste. c'est Woptimo. Et Addingwell, Comment traquer en Romain, toute légalité? qu'est-ce qu'il fait ça? Pardon? Addingwell, exactement, qu'est-ce qu'il fait ça en fait? C'est ce qui te permet de rendre les données anonymes? Alors non. En fait, Addingwell, c'est juste ton serveur. Pour le serveur side, tu as plusieurs solutions. Ok. Soit tu configures quoi qu'il arrive ton compte GTM, et puis derrière, ton compte GTM, il est sur un serveur. Il n'est pas hébergé chez Google, il est sur un serveur que tu dois setuper. Soit tu vas monter des serveurs sur Google Cloud Platform, donc c'est la façon automatique. Le problème, c'est que si tu utilises la façon automatique, tu vas monter des serveurs qui vont être logés aux États-Unis. Donc c'est un peu dommage de venir mettre en place un écosystème pour mettre tes serveurs aux États-Unis. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va être sur ton site, dès qu'il y aura une action qui se fera, dès qu'il y aura quelque chose qui sera envoyé, ça sera envoyé aux États-Unis. Donc en termes de webperf, c'est pas terrible. Tu as l'autre solution qui est de setuper manuellement tes containers, enfin ton serveur, tes instances serveurs sur Google Cloud Platform également, mais tu vas le mettre en Europe. Ça, c'est une autre façon de faire. La problématique de ça, c'est que derrière, tu deviens responsable. Quand tu setup des serveurs, aux yeux du client, tu deviens DevOps. Tu vas monter des instances et derrière, le jour où il y a une panne, quand tu as une mise à jour Docker ou une mise à jour à faire spécifique du serveur, c'est à toi de le faire. Demain, les serveurs, ils tombent, tout le tracking du client, il est mort. C'est un risque à prendre. Et le client va payer 140 dollars minimum enfin 120 dollars minimum par mois. Après, tu peux héberger sur AWS, il y a d'autres solutions, mais qui ne sont pas hyper pertinentes en matière de perf. Et ensuite, tu as des solutions comme Addingwell, tu as Stape aussi qui existe. Bon, moi, je suis marié avec Addingwell, pas parce que j'ai des partenariats financiers ou quoi que ce soit, j'en ai pas. Mais c'est juste que en termes de solutions, 70 € par mois pour 80% de mes clients. Donc, presque 2 fois moins cher que ce que tu vas avoir sur Google Cloud Platform. Un setup qui est très simplifié, donc ça veut dire que tu vas mettre juste l'adresse du serveur que tu veux créer et derrière, il y a juste à entrer un enregistrement DNS sur ton registraire de domaine. Et derrière, tu vas faire toutes les manipulations, par contre, dans Google Tag Manager. L'avantage d'utiliser des services auto-managés, comme ils disent, comme Addingwell, c'est que demain, tu as une panne sur un serveur, comme ça arrivait hier sur Europe Ouest 9, il me semble, qui est sous les eaux actuellement. Eux, ils vont faire le nécessaire pour switcher les serveurs sur une autre zone. Si demain, tu as des serveurs qui brûlent, comme c'était le cas avec OVH, c'est à toi de te démerder, si tu as fait toi-même le serveur, de rebasculer la zone, de refaire les changements. Donc, ça veut dire que tu fais un travail, tu as un contrat presque à vie avec le client. Alors après, tu peux vendre de la maintenance. Mais personnellement, moi, je suis expert tracking, analytics engineering, etc. Mais je ne suis pas développeur opérationnel. Donc, je préfère passer par une solution développeur opérationnel. Et après, par contre, toute la proxification, tu l'as fait dans... je pourrais montrer Je peux montrer mon écran. Là. Je suis sur un setup en ce moment. Hop, il faut que je retrouve... La proxification, c'est pourquoi, Romain? Alors, la proxification, ça va permettre de... Bon, je vais montrer sur mon compte comme ça. Proxification, c'est ce qui... Le mot proxifier, c'est le mot... c'est un peu le fait de mettre en cache ton serveur. En fait, tu viens mettre un pare-feu entre les deux. Au lieu que ta requête, elle parte directement aux États-Unis,
ta requête Google Analytics. Donc, par exemple, j'arrive sur mon site, je déclenche un page vue. Normalement, la requête part directement aux États-Unis. Ça, c'est le fonctionnement normal de Google Analytics. Là, tu vas router la requête. Hop, je reprends tout ça. Hop. Tu vas lui dire, au lieu d'envoyer à Google aux États-Unis, je vais envoyer la requête à mon serveur. Donc là, c'est une variable constante, mais en fait, ça correspond à https msr.trackanalyse.com, qui est l'identifiant que j'ai mis pour mon serveur. MSR pour mesure. Surtout, ne mettez pas tracking ou tag ou etc. parce que les adblockers, ils voient une requête avec tag, tracking, ça part à la poubelle direct. Et du coup, ensuite, il y a, dès que la requête elle est arrivée dans mon serveur, hop, on va essayer de faire en mode... C'est de l'autopromo en fait aujourd'hui. Tu vends de la presta en fait aujourd'hui. Du coup, en fait, on a là, je fais une page vue. La page vue, donc la requête, elle n'est pas partie comme ce serait le cas habituellement. Hop, si je prends actualiser. Il faut que je la trouve compte. C'est collect ici. Si on met collect V2, pourquoi elle est partie directement celle-ci? Ça, c'est le cheminement classique. Donc, on a un hit qui est envoyé à Google Analytics par région 1 analytics.com. Et le cheminement avec le server-side, c'est le coordonné le plus mal chaussé, parce que mon tracking, forcément, sur mon site, il n'est pas dingue. Hein. Hop, c'est un vrai, ça sert à faire, c'est un vrai sandbox. Et en fait, il faudrait que j'arrive à retrouver la bonne requête, mais je ne vais pas la trouver, il y en a trop. Et en tout cas, là, on voit ici que la requête, elle est partie au serveur. La collecte V2, elle est partie vers msr.trackanalyse, etc. Et donc, elle est réceptionnée dans mon serveur. On a une requête entrante ici qui est réceptionnée. Et à partir de là, en fait, on a le même fonctionnement qu'on va avoir sur Google Analytics classique. À savoir, on a des événements qui se déclenchent sur les côtés. En fonction de ces événements-là, on va déclencher des tags. Et alors là, je le fais en résumé assez rapide, mais on va déclencher des tags. Et ensuite, l'avantage qu'on va avoir côté serveur par rapport au côté client, c'est qu'on peut venir dire cette information-là, je ne l'envoie pas. Cette information-là, je la transforme. Ça, on ne peut pas faire dans un GTM classique. Et donc là, si je prends par exemple la balise GA4, eh ben, je vais pouvoir dire je n'envoie pas le user agent. Je n'envoie pas la screen resolution. Donc ça, c'est des paramètres qui sont exclus avant d'être envoyés à Google Analytics. Ici, le client ID, qui est l'identifiant de l'utilisateur, qui va durer d'une session à une autre, eh ben, je viens le pseudonymiser. Idem avec le JAJS Client ID. Alors pour la distinction, il y en a un Client ID qui est généré par le serveur, l'autre qui est généré par le navigateur. Donc les deux, on vient les pseudonymiser. Et pour le page référeur, en fonction d'où vient l'utilisateur, on va pouvoir supprimer. Ça, c'est une proxification qui est sévère, on va dire. Mais après, on peut venir justifier tel ou tel choix en fonction du business. Par exemple, là, dans ce cas-là, j'ai une variable ici qui enlève tous les UTM. Là, ici, j'enlève tous les référeurs qui ne sont pas de mon site web. Ça veut dire que j'ai plus d'attribution Google Ads, par exemple. Donc, ce n'est pas le but. Mais on peut aller au plus sévère et après, on peut dire, dans un argumentaire CNIL, bah, moi, j'ai pseudonymisé le client ID, j'ai enlevé le user agent. Par contre, j'ai laissé les UTM parce qu'aujourd'hui, je dépense 150 000 € de budget publicitaire par mois et je suis obligé de pouvoir piloter ma performance, sinon on va de la survie de mon entreprise. Et donc, il faut que je le sache d'où viennent mes ventes. Et donc, je fais le choix
de conserver les UTM. Je le consigne dans un argumentaire et du coup, Je viens de te mettre dans le chat, Romain, tu as le lien vers la presse. Ouais. Et c'est les dernières slides, si tu veux présenter justement l'argumentaire qu'ils avaient présenté durant la conf. Ouais, carrément. Ça va faire un lien avec ce que tu es en train de dire, comment on se défend auprès de la CNIL, quoi. C'est la toute dernière slide. Ok. Donc, typiquement, argumentaire CNIL, hop, c'est juste. Alors, ça peut être sous la forme qu'on veut, hein, mais voilà, là, ils l'ont fait dans une forme qui est, au final, je trouve très claire et sans qu'on soit sur des documents qui font 50 pages. En gros, là, ils expliquent le choix de l'IP. Donc, d'avoir complètement soit retiré l'IP, soit tronqué le dernier octet. Alors, Google Analytics 4, on parle à chaque fois d'IP, de venir réidentifier un utilisateur. Mais Google Analytics 4 par rapport à Universal Analytics, il tronque déjà le dernier octet. Ça veut dire que les 3 derniers chiffres ne sont pas envoyés à Google. Ce qui fait qu'en soi, supprimer totalement l'adresse IP, c'est pas hyper pertinent. Il y a des DPO qui vont dire on supprime complètement l'adresse IP, mais du coup, on va perdre toute donnée de localisation. Parce que l'adresse IP va permettre dans Google Analytics de savoir si l'utilisateur vient de France, vient d'Allemagne, vient du Pays de la Loire ou de Monaco pour Nelly. Et du coup, là, ils ont fait le choix de ne pas supprimer totalement l'IP, ils font le choix de laisser le troncage du dernier octet. Et donc là, ils mettent une mise en contexte. Donc la mise en contexte, c'est ce qu'on retrouve sur la note de la CNIL du 7 juin 2022, donc de dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de transfert d'adresse IP vers les serveurs de l'outil. Et en réalité, il ne faut pas qu'il y ait un niveau de précision qui permette de réidentifier une personne. Le fait de tronquer le dernier octet, on ne peut pas réidentifier une personne. Et donc là, on explique juste le choix technique. Et pourquoi on n'a fait que ce choix technique-là? Le besoin, c'est la géolocalisation, de dire, OK, j'ai besoin de savoir si mes utilisateurs viennent de France ou viennent d'Allemagne ou viennent d'ailleurs. Et donc, je suis obligé de garder ça. Et donc là, la preuve de la réalisation, c'est de dire, OK, dans le serveur, rentre l'IP avec l'IP complète. Et quand ça part vers Google Analytics, on voit qu'on a les 2 derniers chiffres enfin les 3 derniers en réalité, parce que le dernier, du coup, il y a un 0. On a les 3 derniers chiffres de l'IP, le dernier octet, qui n'est pas envoyé. Donc voilà, en fait, c'est pas hyper compliqué à rédiger, ce type d'argumentaire, mais par contre, ça demande d'intégrer le DPO, ça demande d'intégrer les équipes marketing et souvent les équipes IT, parce que il faut avoir conscience des besoins métiers de chacun et de la contrainte légale et des risques, entre guillemets, que vont prendre une entreprise. Ça, c'était un Et masterclass. après, si vous n'êtes pas... et si vous voulez carrément shooter l'IP, alors, bon, c'est pas ici, c'est là. De toute façon, il y a une formation qui va sortir sur Server-Side cet été, je crois, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, masquer l'IP de l'utilisateur. Bon, là, j'étais dans le cas de la proxification, j'avais mis vrai, parce que c'était dans le cadre du tournage de la formation, mais sinon, on peut mettre en faux. Et donc là, on vient shooter complètement l'IP. Mais si on laisse en faux, on a le dernier octet qui est vrai. Après, la formation GA4 server-side, elle sera beaucoup plus globale. Elle prendra vraiment le côté proxification, mais le côté proxification, c'est un sous-chapitre. Le but, c'est vraiment le Conversion API, comment mettre en place un serveur, comment fonctionne GTM de manière globale côté serveur. Voilà, ça sera sympa. Ouais, c'est top, ces sujets. C'est génial, quoi. Ouais, c'est assez passionnant. En tout cas, moi, je ne connais pas du tout le server-side pour l'instant. C'est vrai que ça donne envie. Et en fait, la différence, si on raccroche les wagons, expert, je pense qu'il y a un petit décalage avec les semaines. Mais Non, vas-y. si on reprend. Ah, vas-y, Christina. Ah, ok.
Par rapport à l'analytics et le pair, en fait, j'en échangeais avec Romain d'Addingwell qui me disait qu'il avait eu un cas avec un client qui voulait passer au server-side. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font à SourceData? Ils montent une instance server-side qui interface sur leur solution. Et donc, quand tu viens cocher différents éléments, au final, tu fais les mêmes actions que tu aurais fait dans l'interface. La seule problématique, c'est que si demain, ton client à qui tu as vendu l'analytics Helper, il te dit, j'ai envie de monter un server-side à moi, j'ai envie de mettre, je sais pas, mettre en place le Conversion API, etc. Le truc, c'est que SourceData fait sa proxification côté navigateur. Comme on a vu là ici sur la requête part sur le serveur et c'est dans le serveur qu'on va faire les modifications. SourceData, ils font la modification au niveau du client-side, donc du GTM classique. Ce qui veut dire, c'est si demain tu mets en place GTM server-side pour ton client, eh ben, tout ce que tu enverras, par exemple, à Meta, ce que tu enverras à Google Ads via le serveur, ce que tu enverras à ta plateforme d'affiliation type, je sais pas moi, Quanco ou autre, eh ben, ce sera proxifié comme les Google Analytics. D'accord. Donc c'est là où tu vas avoir un effet de bord avec SourceData sur des clients qui voudraient mettre en place du server-side. Ok. Mais en même temps, SourceData, je pense, ne s'adresse pas à cette typologie client. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mail Ouais. par Ouais, mois. ouais, on est sur notre. Ouais. À moins C'est ça. que le client il grossisse d'un coup et qu'il ait besoin de changer d'avis, mais d'une manière générale, si on a là ça à 50 balles par mois, c'est pour pas avoir le server-side, des gens qui iront jamais vers le server-side. Donc. Ouais, oui, c'est clairement ça, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir au cas où quand même. Ouais. Ouais, j'avais pas. Enfin, oui, c'est vrai, c'est force de proposition. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Est-ce que Nelly, tu avais un sujet en particulier que vous voulez aborder cet après-midi? Parce que du coup, on a un peu dérivé. Mais... Non, bah en fait, moi j'ai été invitée 5 minutes avant que ça commence. Je savais pas que j'allais être avec vous cet après-midi, mais c'est une super opportunité. Et j'ai un petit souci que j'ai mis dans mon pipe depuis quelques jours et j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Et Romain est là, donc je me suis dit, je vais en profiter. Ouais, j'ai un petit problème de tracking. En fait, Facebook, j'ai installé pour suivre les leads sur une campagne Meta. Et dans mon GTM, j'ai installé quelque chose qui s'appelle je regarde en même temps, ça s'appelle le Facebook Pixel, Facebook Archive. Ouais, c'est celui qui est bien, ouais. Dans la galerie. Voilà, j'ai vu ça sur une vidéo qu'il fallait faire ça. Et c'est vrai que automatiquement, ça te crée un event name lead. Donc assez facilement, en fait, il n'y a quasiment rien à faire. On paramètre juste notre déclencheur. Moi, c'est un déclencheur que j'avais déjà fait pour GA4 et pour Google Ads de toute façon. Donc j'ai fait comme ça, en fait. Et j'ai bien mes leads qui remontent dans Facebook. Par contre, j'ai 2 leads différents. Donc il y a un lead, c'est clic sur téléphone et un autre, c'est envoi de formulaire. Et en fait, j'arrive pas du tout à les différencier dans Meta, en fait. Meta, lui, il reçoit lead et il reçoit lead. Voilà. J'ai pas la différence entre les deux. Et je me suis dit, il va falloir que je cherche pour voir comment faire. Et je sais pas encore. Du coup, j'ai pas de solution pour l'instant. Je sais pas s'il est clair, du coup. Ouais, alors si je résume bien, tu as 2 actions différentes qui génèrent des leads. Tu les déclenches de la même manière sur GTM. Enfin, tu as 2 déclencheurs différents, mais les 2 sont un lead. Et ok. Ouais. Alors, tu as 2 solutions à ça. Soit tu vas. Alors, pareil, je vais partager mon écran. Soit tu vas venir créer. Alors, je ne sais pas si je l'ai sur celui-ci. Donc, soit en fait, tu vas venir ajouter ici des propriétés en fait. Donc, par exemple, tu pourrais mettre, je sais pas moi, l'e-type. Et puis, en fonction de ton action, tu vas venir mettre une variable. Donc, alors c'est comment tu mesures les deux
le clic sur le numéro de téléphone et l'autre était la soumission d'un formulaire. Ouais, alors c'est un formulaire Unbounce qui est en comment dire, en événement personnalisé, pardon. C'est un GTM point forme submit, tout simplement. Et l'autre, c'est un clic, l'autre, c'est un clic. Clic téléphone sur un lien. Comment je l'ai mis déjà? J'ai mis clic contient le numéro de téléphone en question. Okay. Alors, tu as deux solutions. Soit tu variabilises même pas, d'ailleurs, tu crées deux balises qui s'appellent lead. Hop, comme ça. Et puis, tu en as une, tu mets, je sais pas, call click. Et du coup, on est sur Meta, donc on va plutôt mettre du camel case, mais call click. Et puis, tu viens mettre ton déclencheur, et puis tu refais une autre balise. Et du coup, pareil, on va plutôt l'appeler lead type comme ça. Et puis, tu mets, je sais pas moi, forme, par exemple. Ça, c'est la première solution. Par contre, il va falloir que tu crées des colonnes personnalisées dans Meta pour pouvoir distinguer les deux. Après, sinon, tu as une autre solution pour moi qui est plus logique. C'est-à-dire qu'un formulaire rempli et un clic sur un numéro de téléphone, c'est peut-être pas t'as peut-être pas la même force en fait en matière d'engagement. Ouais. Donc, moi, je partirais sur deux événements différents. Tu prends lead pour le formulaire. Et pour le clic sur le numéro de téléphone, il n'existe rien de bien ouf. Alors, tu as contact. Ouais, c'est ce que je voulais faire au début, mais ouais, j'avais hésité. Et tu mets call click. T'en as vendu. Après, moi, j'aurais mis mon pixel sur toutes les pages, classique. Et derrière, tu as un événement personnalisé avec du code, de l'HTML personnalisé. Et tu chopes les scripts Facebook. Je viens de te mettre dans le chat là. Ah oui, mais c'est la chose. En fait, ça, c'est juste que le script HTML, il est interfacé sur un template. Et là, ce que tu fais comme tag, ça revient à ça. Custom. Oui, complètement. C'est juste comme je le fais en HTML personnalisé, ça va. Mais en HTML personnalisé, j'ai trouvé. Enfin, oui, du coup, j'étais sur le lead. Donc, en fait, j'avais le même. Je pouvais pas les différencier non plus, en fait. J'avais le même problème, en fait. Ouais, parce que d'ailleurs, il me semble que là, ton code, je pense pas qu'il soit bon bol, parce que là, ça track, mais vu que c'est un événement custom, il faut que tu mettes custom track en tout cas. Voilà, je vérifie. Un événement personnalisé. Il remonte celui-là, donc. Attends, je dis peut-être. Je vais vérifier la documentation Facebook Ads, Pixel. Et sinon, tu peux aussi le tenter côté Facebook directement, dans la partie conversion personnalisée. Tu la récupères, et c'est à cet endroit-là que tu la switches en deux. En disant c'est lead, c'est le même lead, donc s'il vient de telle page, je le considère comme tel truc, et s'il vient de telle page, je le considère comme tel truc. Tu peux le faire via des pages, tu peux le faire via d'autres choses. Ouais, alors pour le coup, je vais avoir le problème que Christina a vu il y a quelques jours là sur Discord, c'est que c'est la même page en fait, c'est une page Unbounce qui est en AB test, donc c'est la même URL. Il y a un autre problème aussi aujourd'hui, j'ai plusieurs problèmes à chaque fois avec ça, mais du coup, ouais, c'était la même page, quoi. Donc, c'est pour ça que c'était. Alors, tu peux trier par page, mais tu dois pouvoir trier par d'autres choses. Tu peux. Ouais, non, c'est un domaine, donc non, c'est erreur. Non, je dis bêtise. Ouais, effectivement, c'est peut-être pas la bonne solution pour toi. Du coup, là, on a lead type form, lead type call click, et puis et un standard lead. Ouais. Soit tu fais ça, soit après tu utilises contact. Ça se tient aussi d'avoir deux noms de conversion différents. En soi, un numéro de téléphone, ça reste un contact, lead, formulaire. Ça se tient. Non, mais c'est vrai que du coup, je peux pas différencier les deux directement dans Meta, donc c'est quand même un peu embêtant. Donc en effet, ouais, je voulais avoir la différence. Mais super. Romain, je confirme ce que tu viens de dire. Moi, je devrais avoir un track custom, un track. Donc, je viens de partager la doc. Est-ce que ça marche? Parce que, a priori, ça marche, mais c'est pas propre, quoi. Ouais, voilà. Ça, mais si ça marche, déjà, c'est bien. Non, mais c'est vrai, à la fin, ça marche. Mais il me semble bien, pour les custom, il faut mettre track custom. Mais par contre, mais je l'utilise plus, moi, le HTML, j'utilise tout le temps, du coup, je prends tout le temps le template qu'il faut. Redonne le nom de template. Mais ce template, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est Facebook Archive, ce truc-là, Facebook. Ouais, c'est Facebook Pixel. Bah, en fait, il suffit de taper Facebook Pixel dans la galerie. Et du coup, c'est celui fait par Facebook Archive, en effet. Je sais pas si c'est pas un template qui avait été créé à l'origine par Simo Ava et qui a été racheté par Facebook. C'est ça. Il me semble que c'était moi. C'est pour ça que je l'ai mis, moi, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, je sais pas trop, ce truc-ci beaucoup. Mais vu que c'était qu'il avait fait, j'ai dit, ouais, c'est bon, on va y aller, quoi. Visiblement, ça. Ah ouais, tu les vois dans les logs, il me semble, quand tu le fais. Et du coup, après, ouais, Facebook avait dû le racheter. Et ouais, il est très très bien. Il fait tout. Il gère l'Event ID aussi quand tu fais du CAPI. Tu peux gérer le consentement à l'intérieur de celui-ci. Puis tu peux gérer toute la partie e-commerce aussi. Je suis en train de faire un résumé de nos échanges, enfin, l'ordre du jour, quoi, des choses qu'on a évoquées. Et donc, je vais mettre le nom du template en question. Bah, merci beaucoup pour les retours. J'ai gagné plusieurs heures de recherche à droite et à gauche. C'est le but. Hop, et la doc. Hop, parfait. Et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres sujets, tant qu'on y est, si on peut te faire gagner du temps? Pareil, Caroline, hein, s'il y a des choses qui sont venues dans nos échanges, n'hésitez pas, on est là pour ça. Bah, j'en ai un autre. Après, je veux pas monopoliser non plus le temps de parole. Mais oui, je discutais avec Christina. Merci pour tes retours d'ailleurs de cette semaine là aussi. Bruno vient de répondre dans le Discord là pour Problem Unbounce aussi. C'est vrai que j'ai voulu suivre un calendrier sur Unbounce et sur un A/B test avec un formulaire classique, form submission, et sur une deuxième page, un formulaire calendrier. Et en fait, le formulaire calendrier, il le prend pas comme un goals en fait, Unbounce. Donc du coup, j'ai 2 pages A/B test et dont une qui comme si elle avait pas de conversion en fait, comme si je me dis que mon A/B test va être foiré parce que d'un côté, il va enregistrer des conversions et de l'autre et sur la page B, il va pas enregistrer de conversion. Donc j'ai tout essayé. Là, il y avait une doc que j'avais vu que Bruno a repartagé pour faire ce genre de choses, mais j'ai encore essayé ce matin de faire plusieurs paramétrages et configurations et ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Donc, je sais pas si vous avez déjà eu ce type d'expérience avec une page A/B test de un formulaire d'un côté et un calendrier de l'autre et puis voir comment ça peut marcher, quoi. Moi, j'y arrive pas. Alors, Calendly, je le fais sur mon site. Je le traque. C'est un module qui est embed, c'est ça, qui est intégré au. Oui, c'est un custom HTML du coup sur une base. Alors, par contre, le calendrier il est complètement suivi sur GTM, il n'y a pas de souci. Dès que je le fais, GTM, lui, il enregistre et dans mon DOC Vue de GA4, il n'y a pas de souci non plus. J'ai bien les 3 events. En plus, j'ai le vue calendrier, j'ai le sélection de date et le schedule à la fin. Okay. Nickel, ouais, mais pas de problème. C'est vraiment un bounce qui a pas envie de le prendre. Donc, je me dis, au pire, tant pis, je fais mes pages A/B test. Il y en a une, elle enregistre des conversions, puis pas l'autre. On verra bien ce que ça donne. C'est vraiment un bounce qui pose problème, en fait. C'est pas du tout GTM ni GA4. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que dans GA4, dans Google Ads, tu récupères bien les infos, mais c'est le module A/B test. Ah ouais, ouais. Lui, il aime pas. Et même dans Google Ads, j'ai bien fait les deux. J'ai bien mon lead de formulaire et j'ai bien une conversion formulaire en principal et une deuxième conversion principale sur le calendrier réservation de rendez-vous. Donc tout fonctionne bien. Il y a vraiment que Hans qui n'a pas envie de, qui l'a pas compris, quoi. Donc je savais pas si quelqu'un avait déjà essayé, si vraiment c'est un bug chez eux, quoi qu'il arrive, ça fonctionnera pas. Et tu as écrit au support d'un banque? J'ai pas compris, excuse-moi. Au support des... Ah non, j'ai pas. Et il se passe quoi, Anneli? Après, j'ai essayé ça. Pardon. Il se passe quoi quand tout cas un prospect est appelé Kindly? Est-ce qu'il a un pop-up de remerciement, quelque chose dans ta page Unbounce? Oui. Parce que peut-être Unbounce, il pourrait paquer des thank you, j'en sais rien, mais
Alors non, parce qu'en fait, ils traquent. Alors, j'ai mis le petit script que propose Unbounce. Ils ont un petit script qui dure, qui affiche en fait, à partir du moment où tu valides, ça affiche une pop-up en disant votre rendez-vous a bien été pris. Ça l'affiche quelques secondes et après ça renvoie vers la LP en fait. Okay. Mais c'est dans mon custom HTML que je récupère de Calendly, je peux pas aller mettre quelque chose sur le bouton réserver le rendez-vous en fait. Enfin, je sais pas le faire en tout cas. Je sais pas comment trafiquer ce petit script Unbound, le petit script Calendly, je sais pas comment le trafiquer pour pouvoir traquer le bouton final quoi. Parce que sinon je fais ça, mais je sais pas comment faire. Donc, je sais pas si on puisse toucher à l'intérieur. Il est tout petit en fait, le code Calendly, il est vraiment court. Le HTML est vraiment court, il y a 2-3 trucs dedans et rien qui permet d'aller chercher le dernier bouton à la toute fin quoi. J'ai pensé aussi à ça, mais voilà Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu là on est sur on n'est pas sur du tracking classique, on est vraiment sur le tracking du CMS. Enfin que le CMS arrive à écouter ce qui se passe sur le site en fait. Et là on lui propose pas quelque chose qui est natif pour lui. Les formulaires Unbound, c'est ses formulaires à lui, donc il est capable d'écouter l'information assez rapidement. Ouais, c'est ça. Il y a une pop-up. En plus, il y a les noms de classes, alors je me souviens plus, mais c'est Pop, je sais pas quoi, ou Pomme, je sais plus quoi, sur Unbound. Et lui, il arrive à écouter rapidement, il sait simplement en fait la soumission des formulaires. Là, on lui ajoute un outil tiers. Oui, puis il propose que le petit le custom HTML et puis de rajouter du JavaScript aussi. Mais au final, bon, j'ai pas l'impression qu'on arrive à même. Je suis pas développeur, hein, mais même un dev, je suis pas sûr qu'il arrive à faire un petit truc qui fonctionne dedans, quoi. Donc pour l'instant, je vais essayer comme ça. En tout cas, j'arrive à les suivre quoi qu'il arrive. Et puis on va voir si ma fiche calendrier s'affiche. Sinon, au pire, je ferai 2 pages et puis deux campagnes distinctes. On verra quoi. Mais bon, moi, j'ai essayé. On te fera gagner du temps là-dessus. Non, mais après, je partage quoi avec tout le monde parce que c'est un truc. C'est la première fois que je tag Calendly aussi avec GM. Donc ça, c'est génial parce que du coup, maintenant, j'ai envie de mettre Calendly sur tous les WordPress que j'ai et tout ça parce que c'est assez simple finalement à suivre et c'est assez sympa. Donc ça m'a au moins permis de faire ça. Mais bon, voilà, c'était pour l'expérience. C'est intéressant aussi d'essayer de le faire de l'autre côté. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. On va faire autrement. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais partager mon écran pour une question de tracking, si c'est possible, Romain. C'est bon. Oui, carrément. Je risque de faire plus de la figuration qu'autre chose, mais il faut que tu aies Romain sous la main. Après, ça dépend des problématiques. Moi, quand alors, la problématique, c'est que... Alors, la problématique, je vérifie. Vous voyez mon écran? Bien évidemment, tout ce que vous voyez ici est confidentiel. Dites-moi si à un moment donné, vous ne m'entendez pas. Les clients, ils viennent d'installer GTM sur son site qui développe lui-même. Et du coup, il y a un comportement un peu bizarre. Quand je viens sur une des pages, j'arrive à traquer prendre rendez-vous. Je vérifie juste que ça se connecte un instant. Mais il y a une page sur laquelle il y a un comportement bizarre un instant. C'est long, parce que c'est connecté sur mon mobile. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. Donne-nous un accès sur le debug et on le fera d'un autre côté si tu veux. Tu peux nous passer un accès juste sur la partie debug. Ah, c'est possible ça? Ouais. Alors, dis-moi où je dois aller faire. Faut que tu fermes ce truc-là. Attends, je sais plus comment faire. Tu sais reguider, Romain, ou il faut que je le cherche de mon côté?
Alors, du coup, Voilà. pour l'axe 2, bah, tu fais la preview et tu envoies le lien qui est Non. envoyé. Ah, tu parles avec le lien dans admin? Ouais, il y a pas, enfin, tu peux donner juste un accès sur le debug view. Attends, comment on Ouais, fait déjà? alors c'est dans admin, si je dis Ah. pas de conneries. Si tu scrolles sur le conteneur, environnement, si je dis pas de bêtises, Je vais regarder de mon côté, mais je trouve pas. live. Alors ouais, si tu cliques sur action, là, t'as quoi au niveau du live? Share link. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça, je m'en sers pas souvent dessus, là. Ouais, c'est ça. Et là, il faut que je mette quelque chose ici ou pas? Du site. Ouais, tu mets, ouais, c'est ça. Comme ça? Ouais. Et là, je fais close. Ou je copie ça quand Là, même. t'en Ah veux oui. pas. Faut que tu partages le lien. Oui. Et moi, si ça fonctionne. Bon, de toute façon, je suis connectée. Mais ça n'a pas l'air super stable, cette GTM. Alors, j'ai testé tout à l'heure, j'avais commencé à implémenter pendant que les clients il a installé les GTM. Et du coup, là, je voulais traquer l'envoi des formulaires. Bon, ici, il se passe des choses quand j'avance. Pour l'envoi des formulaires, c'est bon. Vous voyez, ça se passe des choses. Et là, il va y avoir un comportement. Voilà, j'ai rempli. Et quand j'envoie, bon, ça serait mon. Ça, j'aimerais les voir dans GTM. Mais j'ai l'impression qu'il ne se passe absolument rien. Dans les variables, je ne trouve pas T'es dans une du iframe. tout cette URL. D'accord. Ça, c'est une iframe? Ouais. L'autre, c'est un iframe, ouais. Mais je vais t'envoyer le script qu'il faut que tu mettes. Ah, du coup, il faut que je mette un script. Parce que si j'ai fait les déclencheurs avec cette URL, ça met les paquets des formulaires ou pas? Normalement, oui. Tu la trouves ou pas dans. Tu l'as voyé là dans conteneur loaded, l'URL? Non, pas du tout. Ok. Alors on va essayer ça. Tu vas mettre. Je vérifie, mais non, pas du tout. Je t'ai mis dans le chat un script qui permet de suivre les formulaires de potes. Un script. Ouais, et tu le déclenches sur DOM Ready. Ok. C'est pas tout simplement que tu traques des pages path et non des pages URL. Tes déclencheurs, c'est sur des pages path. Alors ça remonte peut-être qu'il aime bien que je raconte de la merde. Non, ça peut être une raison. Ça peut être une raison. Regarde tes tags, ouais. Si tu traques tout l'URL et que tu le mets en page path, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Et après, faire attention à ne pas mettre un est égal ou. Ça, c'est un HTML. Est égal. Non, c'est bien des contiens, mais vas-y, finis ça. On va regarder après, mais tes déclencheurs, j'ai l'impression que c'est bien des contiens, machin, mais c'est des pages path. Il faut que je personnalise quelque chose ici, Romain? Rien du tout. Tu déclenches sur DOM Ready. Ok. Attends.
Ouais, faut que là, tu mets le plus et tu mets. Je vais pas ajouter ici. Ouais. Et là, tu mets DOM ready. Ouais. Alors, il y aura d'autres façons de faire pour optimiser un peu plus la webperf et typiquement déclencher que quand il voit qu'il y a un formulaire HubSpot sur la page. Ça serait la version d'après, mais déjà, on va tester avec ça. Ok. Et là, moi, je fais un preview. Ou il faut faire autre chose en plus. Non, c'est bon, là, tu fais la preview. On va voir s'il y a un data layer qui se déclenche au moment du formulaire. Ok. Bon, je vais ici avant, tout allait bien. J'envoie ici les formulaires. Ok. Hop, là, tu as Form Success et là, tu t'appuies là-dessus pour pusher ton événement. Ok, du coup, je fais les déclencheurs, c'est ça. Ouais. Et alors, si tu vas dans Data Layer, par exemple, imaginons que tu as 5 déclencheurs HubSpot sur ton site et que tu veux déclencher sur certains formulaires. Il suffirait que tu ailles dans HubSpot et que tu regardes le HS form HubSpot form GUID, qui est l'ID formulaire HubSpot, et tu viendras variabiliser en fait ton déclenchement en fonction du formulaire. Ouais. Oui, quand tu vas faire la formation. Ouais, ça, je l'avais fait avec Contact Form 7, mais c'est le même délire. Oui. Ouais, ça m'est arrivé par exemple que tu as Ok. un client qui a Très bien. plusieurs, je sais pas, je sais plus c'était quoi, plusieurs typologies de formation par exemple, et qui voulait les formations en fonction de la. Et derrière, qu'il y avait comment on appelle ça, du market automation en fonction de la formation qui avait été choisie, et du coup, il voulait catégoriser ses leads en fonction. Bah, tu vas pouvoir mettre des variables en fonction du HS form GUID. Mais là, si tu as un seul formulaire HubSpot sur ton. Non, t'embête pas faire ça. Mais all les custom event. Non, je n'embête pas faire ça. Non, tu l'as déjà là. C'est bon? C'est bon? Ouais. Écoute, je t'ai coupé. Bien, ça fera une démo. On pourrait presque couper juste cette partie-là. Ça fera une démo de comment craquer un formulaire HubSpot. Ouais. Et dans la Bon, prochaine il faudrait vidéo, anonymiser mon lien. je vais montrer comment les meetings HubSpot, les formulaires pour faire les comme Calendly version HubSpot. Même si c'est génial tout ça. Hein. Franchement, quand on sait faire tout ça, c'est top quoi. Ah bah oui, parce que Ouais, en fait, je ne pouvais pas venir, au cours parce que ça. Et autant en profiter. Bon, j'ai regarderai, mais c'est sûr que ça va fonctionner. Bon, merci beaucoup. Hein. d'autres questions. J'ai juste une question business. Un client vous dit, en fait, au niveau des négociations, il y a toujours les clients qui vont essayer de tirer les prix vers les bas ou qu'ils ont l'impression de gagner quand ils disent ça, bah, tu ne peux pas faire un effort, etc. Est-ce que vous dites c'est comme ça ou rien? Est-ce que vous enlevez une partie de la prestation en disant bah, c'est vous qui me fournissez les designs, les images, etc. pour une prestation Google Ads? Ou est-ce que vous dites bah, non, on peut faire du coup pour arriver à ma tarif, c'est ça plus du coup un variable pour compléter. Du coup, je ne touche pas à mon tarif.
Et les variables, c'est en fonction des résultats, sachant qu'on est dans une période d'époque et du coup, je ne connais pas encore les clients. Est-ce que vous passez votre schéma? Voilà, c'est pour changer un peu les sujets GTM d'aujourd'hui, mais je pense on est tous confrontés à ça. On n'entend pas? Hop, il y a Bruno qui nous rejoint. Alors, je vais l'envoyer. Il a entendu parler des business et des négociations. Moi, je partirais Envoyez-le. Moi, je partirais de savoir si tu as. Je partirais déjà dans savoir si tu as de la bande passante ou pas. Si tu as du temps, bah, peut-être qu'il faut aller rogner un peu sur tes prix sans non plus trop le faire parce que il faut que, enfin, voilà, il faut toujours revoir la valeur que tu apportes. Si tu as déjà beaucoup de business, tu lui dis bah, c'est comme ça ou niet. Salut Bruno. Il y a une question mindset, Bruno. Tu arrives pile au moment. Moi, je suis d'accord avec Paul. Ça dépend de ta bande passante, quoi. Moi, j'ai tendance à dire quand j'ai une bande passante qui est assez remplie, je vais pas forcément rogner sur mes prix. Je vais me dire que mon prix, c'est mon prix, et puis basta. Et après, tu as des périodes où tu as un petit peu plus de bande passante. Et du coup, si vraiment la mission te donne envie, tu peux faire un geste. Et après, maintenant, j'applique le coefficient emmerdement de Paul Hamelot. Si je sens que le client va m'emmerder, là, je baisse pas. Mais si je sens que la mission peut être cool et que ça va le faire, tu peux toujours faire un geste si tu restes dans tes frais et bien sûr que c'est intéressant pour toi. Après, attention, un client qui commence déjà à négocier dès les premiers échanges, c'est pas forcément les meilleurs clients que tu as envie d'avoir. Mais comme toujours, si tu as 0 client et que tu as besoin de rentrer des clients, oui, il faut faire un geste et au début, on se bouffe des clients moyens. Et puis après, tu tries. Mais si tu peux, ouais, moi, je refuserais. Oui, non, en fait, on est plus cher parce que je me suis mis en binôme avec quelqu'un de la communauté. Et lui, il fait des LinkedIn Ads et moi de Google Ads. Et d'ailleurs, lui, c'est lui qui m'a amené les prospects en disant, j'ai pas envie de m'occuper des Google Ads, mais forcément, des consultants, c'est plus cher qu'un qui fait des régies. Ça, c'est sûr. Et du coup, les clients, ils nous l'avaient dit qu'il était enchanté avec ce qu'on avait présenté, mais évidemment, ça risquait de ne pas passer auprès de sa direction, même s'il voulait nous prendre à nous, au lieu d'un consultant tout seul qui fait les deux. Du coup, là, l'intérêt de pouvoir faire, d'avoir les compétences pour faire tous les régies, mais les compétences pour faire tous les régies aussi, il faut avoir le temps de se former, etc. Et c'était plus ça. Et même si, imaginons que dans les cas où il y avait de l'avant passante, ou que j'avais besoin des clients, etc., comment on justifie au client que tu vas faire un effort en disant, ça veut dire que les prix que tu as donnés initialement, il était déjà négociable ou il était supérieur vraiment à la valeur que tu allais apporter, ou tu enlèves des choses de business, en fait, de l'offre en disant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, vous devez me donner tous les inputs, ou vous faites les tracking, ou des choses comme ça. Sachant que je n'aime pas que les clients ils fassent des tracking parce qu'ils pensent qu'ils les font bien, mais ils ne les font pas du tout bien. Pour le coup, moi, je ne fais jamais plus de, par exemple, 10% de remise. Ça, c'est jamais plus que ça. J'essaye de partir plus sur du... Après, ça dépend du montant de la presta, mais surtout, en fait, je joue plus dans le sens à... le projet, il m'a beaucoup donné envie. Je sens qu'on va prendre du plaisir à bosser ensemble. Et du coup, je suis prêt à faire un effort pour que ça matche. Et du coup, le client, il a l'impression que tu lui fais une fleur. Et c'est comme ça que je viens justifier que je peux faire une remise de 5 à 10%. Par contre, quand tu arrives et que tu fais une remise à 20-30%, c'est sûr que là, le client, il peut se dire tu avais gonflé tes prix exprès, quoi. Alors que la petite fleur de 5 à 10%, tu vois, ça peut faire... c'est juste la justification, le tarif, la presta te donne vraiment envie. En plus, comme ça, tu brosses un peu le client dans le sens du poil. Oui, tu peux le dire que tu réduis le nombre qu'il faut que le nombre de contacts, des points, que ça soit vraiment, si on se fait un point mensuel, il faut que ça soit assez bref, des choses comme ça. Vraiment. Carrément. Nelly et Caroline, peut-être que vous avez vécu des choses un peu similaires.
Oui, on vit souvent ça, ouais. Ouais, c'est Ouais, clair, ouais. très souvent. On vit souvent ça et c'est un peu ce que vous dites. En fait, ça va dépendre de la masse de travail qu'on a à ce moment-là. Ça va dépendre du client en question. Moi, j'ai un client que je connais depuis 10 ans, d'une ancienne boîte. Je suis toujours plus ou moins restée en contact avec lui. Il m'a recontacté il y a 6 mois de ça et puis il m'a négocié le prix. Après, c'est une relation qui est intéressante, donc j'ai voulu la garder, donc j'ai accepté si que accepté de baisser le prix. Mais c'est vrai que après les clients qu'on connaît pas, on ne baisse pas le prix clairement. Voilà, ceux qu'on sent qui vont être un peu chiants aussi, clairement, je ne baisse pas le prix non plus. Ça c'est sûr. Donc c'est vraiment voilà, j'ai les mêmes retours que vous en fait. Hein. C'est vrai qu'on fait en général on ne remise pas parce que voilà, sauf après voilà, le client qui est là depuis 10 ans aussi, il demande une remise sur une presta, on va lui faire, et bien entendu parce qu'on sait qu'ils auront plein d'autres choses à côté. Voilà, c'est vraiment au cas par cas quoi. Mais ça rejoint tout ce que vous dites. Je fais assez pareil, ouais. Le pire sentiment que tu pourrais avoir, c'est qu'à la fin, quand tu as vendu ta presta, que tu as fait ta mise, quand tu démarres la mission, tu te dis, purée, c'est pas cher. Enfin, je vends un truc et Ça m'est arrivé aussi, ouais. Ouais, ça arrive aussi souvent. c'est pas cher ce que je fais quoi, par rapport à ça. Mm. Longtemps, ce sentiment-là, je l'avais parfois au début. Et c'est le pire sentiment qui existe parce qu'au début, tu es content, tu as signé le contrat. Et derrière, tu te dis, en fait, j'ai l'impression de me faire entuber par rapport à la valeur que je donne aux clients. Donc, vaut mieux parfois passer à côté de certains clients où tu sens qu'au niveau du prix, ils vont raquer, enfin, ils vont te faire raquer. Et au final, à la fin, pas avoir ce sentiment déceptif. Hein. Après, il y a aussi les sujets où on fait des choses nouvelles, par exemple. Moi, je parlais de Calendly que j'ai jamais traqué ni rien. J'ai passé trop de temps. Et en fait, je suis dans un petit collectif, en fait, et c'est le client d'un mec du collectif. Donc, c'est déjà vendu pas cher parce que c'est le collectif, hein, c'est normal. Il en fait aussi beaucoup. Il me disait ce matin, il me dit, on a passé trop de temps. Je dis oui et non, en fait, parce qu'au final, on a mis un truc en place qu'on va pouvoir vendre le même prix à plein d'autres clients où on va y passer plus qu'une heure. On lui dit passer la journée. C'est le premier, en fait, il paye pas cher. Pour nous, on y passe beaucoup de temps. Mais pour nous, en fait, c'est des choses qu'on a appris, qu'on a mis en place une fois et tout. Derrière, on va lui rendre toujours le même prix. Mais par contre, on va y gagner vachement de temps. Donc, il y a aussi ces sujets-là, des fois, faut être honnête, faut pas facturer 3 jours parce que c'est la première fois qu'on le fait. Parce que le client, il n'a pas à payer ça. Et par contre, inversement, l'expertise qu'on a, c'est Steve Jobs qui disait ça. Il dit, je vous vends pas, je vous vends pas les 5 minutes que je mets à faire un truc, mais les 10 ans que j'ai appris à les faire en 5 minutes. Donc, voilà. En fait, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est bien. C'est bien. Il y a peut-être un truc que je pourrais rajouter sur la partie déceptivité. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Je pense que tu as mis le doigt sur un truc là, qui est hyper important. Il n'y a rien de pire que de faire un mandat en étant déçu et en se disant putain, je me suis bradé. Il n'y a rien de pire que ça. Moi, ça me donne des boutons, ça me rend fou. Et c'est vrai qu'il vaut mieux louper un client. Après, c'est toujours pareil. C'est aussi en fonction d'où tu en es. Quand tu démarres, tu n'as pas beaucoup de clients. Bon, tu fais moins la fine bouche, c'est évident. Mais à partir du moment où tu es dans la zone de sécurité, il n'y a rien de pire que de vendre un mandat en se disant allez, je fais du chiffre, je le prends. Et puis finalement, tu arrives à la fin du mandat et tu dis putain, qu'est-ce que je me suis fait chier pour rien ou pas grand-chose. Ça, c'est vraiment terrible. Ouais. Avec un client relou par-dessus le tout, hein. Ça arrive que c'est dans ces moments-là en fait que t'enchaînes toutes les galères. La mission, elle se passe pas comme tu l'avais prévu au début. Déjà, tu t'es bradé. Le client, en plus, il est un peu oppressant ou il est pas aidant sur certains points. Et là, en fait, tu te retrouves à être dans des missions qui durent et en plus qui sont pas plaisir. Bah, souvent, ça va de pair en plus. Le mec te gratte et en plus, il t'emmerde. C'est ça. Oui, puis ça arrive aussi qu'il te gratte, comme tu dis, et que sur des prestats en parallèle, d'autres prestations qu'on voit qui dépensent, ils dépensent vachement d'argent et ça peut arriver. Ils disent ben oui, le temps presta, par contre. Donc, on se sent parfois dévalorisé à ce niveau. Moi, ça m'arrive souvent sur des clients, par exemple, quand par exemple, ils prennent des agences externes pour les réseaux sociaux, quoi, où ils vont payer, je sais pas, 800 € ou 1000 € les 3 postes par mois. Et quand on arrive soit avec du Google Ads ou même de la prestation de contenu pour le SEO, oh ben non, voilà, on n'a pas le budget, quoi. Et ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est des gens qui fonctionnent en dépenses et pas en investissement.
c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on le disait la semaine dernière. Romain vient d'arriver d'ailleurs pile au moment où on disait les trucs de la semaine dernière. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on disait ça, quoi. Ouais. Et par contre, je ne sais pas si vous rencontrez ce souci, mais pour baisser les tarifs, là, comme on disait, comment vous réagissez, vous, quand vous êtes sous-traitant en marque blanche, par exemple, pour des agences qui font un peu le même métier que vous, mais qui n'ont pas un des services que vous pouvez proposer, qui vous sous-traitent du coup, enfin, qui vous prennent comme sous-traitant et qui vous demandent d'agir en marque blanche sur des budgets où on est obligé parfois de réduire un peu parce qu'on sait que derrière ça va marger sur nous, quoi. Moi, Que ça passe au niveau du moi, final. j'applique mes propres prix et c'est l'agence qui se démerde derrière. Et entre guillemets, c'est elle qui veut marger, donc c'est à elle de justifier que ça soit plus cher et qu'elle a une valeur à ajouter là-dessus. Mais moi, je baisse jamais mes prix. Enfin, je l'ai fait au début et je m'en suis mordu les doigts. Et j'ai encore un client, il me reste plus qu'un compte en sous-traitance comme ça en marque blanche. Et je m'en mords les doigts parce qu'aujourd'hui, je facture 2 fois moins cher que ce que je facturais sinon, quoi. Oui. C'est un peu chiant. Et ouais, et pour moi, en fait, la valeur que je délivre, c'est la même que je suis en marque blanche ou pas, et donc c'est le même prix. Et surtout, Même si c'est du volume, l'agence. ouais, après, on peut faire des efforts, il y a toujours de la négociation, mais dans l'idée, moi, j'évite de baisser mes prix. Et surtout, je fais très attention à combien l'agence, elle va marger sur moi. Parce que, je sais pas, si tu vends une presta à 600 euros et que l'agence, elle fait un x2, bah, le client, il a quand même payé 1200. Donc déjà, pour le client, moi, je trouve ça pas honnête. L'agence, elle a potentiellement rien fait, elle a juste fait du passe-plat et je vois pas pourquoi elle se gave autant. Ouais, elle a du réseau, oui, un certain nombre de choses, mais ça me dérange qu'elle se gave autant. Et le client va payer une presta plus chère et donc il attend potentiellement un service différent que ce que je vais pouvoir proposer. Donc moi, je fais quand même très attention aujourd'hui et je bosse plus pour des agences qui font du x2. Max, c'est 10%, Comment t'arrives à 15%, le grand max. Moi, je ne peux pas savoir Pardon. combien ils margent sur nous. Hein. Bon, moi, je leur demande très clairement. Et c'est une des conditions pour que je bosse avec eux. En demandant, bah, ok, c'est quoi la justification? Ok, c'est votre réseau, c'est un client qui est venu chez vous, potentiellement il y a un peu de suite de projet, il y a des échanges, pourquoi pas. Bon, donc ça peut, enfin, c'est complètement justifié qu'il se fasse une marge dessus, mais il faut qu'elle soit raisonnable. Moi, je peux donner un témoignage là-dessus si vous voulez aussi. Je fais plus ça parce que j'ai plus besoin, mais j'ai eu fait pendant longtemps. Et moi, avec, c'est moi qui donne mon prix. Et après, si effectivement le client il me dit il faut négocier, il faut baisser, je vais avoir tendance à, plutôt que de lui dire OK, on baisse, je vais avoir tendance à lui dire bah, si tu veux, viens, on fait un rendez-vous avec le client et la valeur, je vais la défendre. Ouais. Et déjà, il y a un truc qui est bien là-dedans, Bruno, c'est vraiment le côté tu fixes ton prix au début. Ouais. Et ensuite, c'est le prestataire qui rajoute la marge. Et tu as envie de dire, alors moi, du coup, c'est pas le même mindset que Paul, mais à la limite, moi, je m'en fiche de combien va prendre le prestataire derrière, par-dessus, dans le sens où je sais que le travail il sera bien fait de toute façon. Donc, à partir du moment où c'est arrivé à être vendu, bon, bah, c'est que c'est le bon prix pour le client, j'ai envie de dire. Mais par contre, je m'assure d'avoir en fait le prix une nouvelle fois pour pas avoir la déception et pas faire une presta où tu te dis ouais je suis pas payé cher pour faire ça. Bah, tu fixes ton prix en amont et après bah voilà l'agence elle se débrouille pour l'agence ou le partenaire se débrouille pour mettre son prix au-dessus, faire sa marche quoi. Plus que le truc d'avant où alors par exemple l'apport d'affaires c'est un truc où je suis pas hyper fan parce qu'en final ça tu viens faire le même modèle d'avant, mais déguisé, parce que souvent, tu vas surpricer ton truc pour rentrer dans la marge qui a été fixée par ton partenaire. Ça, c'est pas top. Et le pire étant, c'est le partenaire qui dit, ouais, là, j'ai signé un truc à 2000 balles ou à 1500 balles, comme ça, et puis tu me le fais, quoi. Et là, tu n'as pas du tout choisi le prix. Ça m'arrive de temps en temps qu'on me dise tiens, voilà, il y a cette presta, voilà le budget que j'ai, je ne vais pas dépasser. Si ça rentre, ça va. Après, ça peut rentrer dans les coups. Si ça rentre. Ouais, mais c'est le risque que le partenaire parte chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est sûr.
si à chaque fois, s'il voit que tu baisses le prix, peut-être qu'il va aussi être tenté de se dire, bah tiens, je vais lui faire le coup à chaque fois. Si elle accepte de bosser à ce tarif-là, elle acceptera les fois d'après. Ouais. Oui, je lui dis plutôt que c'est exceptionnel. Moi, sur les... C'est vrai que oui, mais Je fais toujours très attention quand quand je baisse un prix, de mettre le vrai prix sur mon devis et sur ma facture et de faire une réduction, d'avoir une ligne réduction d'autant pour que déjà demain, s'il passe cette facture à quelqu'un d'autre, bah, il est bien écrit qu'il y avait une réduction, donc que mon vrai prix était le prix initial. Et ça permet aussi de lui montrer que tu as fait un geste ce qui en soi est OK de faire un geste commercial. Par contre, il faut bien que ça soit enfin, que ça soit précisé en clair, qu'il n'y ait pas de, voilà, qu'il y ait pas de sujet par rapport à ça. C'est bien ce qu'on parlait, il me semble, dans l'accélérateur, ça. Mais c'est une super façon de faire. C'est un truc que je fais aussi à chaque fois. S'il y a une remise de 200 balles, le prix n'a pas baissé de 200 balles en brut sur le devis. C'est le prix initial moins 200 balles. Et déjà, tu te mets dans la position, tu as été sympa, tu as fait un geste au client. S'il continue à gratter, tu peux lui mettre quand même que tu as fait un geste de 200 balles sur la facture. Bah, on a eu quart, il n'y a pas longtemps. Oui. Bah, du coup, on n'a pas fait de remise, hein. On a juste moins travaillé. Ouais. On a demandé plus de choses. Le client devait fournir plus de choses. C'est ça. Ah ouais, exactement. Bon, merci. D'autres questions problématiques, que ce soit business ou technique. une question, mais je ne vais pas partager mon écran parce que je suis. Et puis en plus, c'est un client, c'est un peu confidentiel, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir traquer des vidéos 3D sur un espèce de lecteur 3D? Ça, on n'est pas arrivé à le faire en fait. Donc c'est dans les desiderata du client, sur un plan de tag, enfin sur. Il nous manquait cet indicateur-là. Voilà. Mais c'est quoi? C'est sur une fiche produit? Oui, c'est sur une fiche produit, ouais. Je vais vous montrer. Et en fait, le lecteur, c'est même pas c'est un genre d'iframe, mais qui est vraiment pas où on ne peut pas ressortir ni de CSS ni rien du tout. Alors, je ne sais pas du tout comment on aurait pu traquer ça. Au Play, au lancement de la 3D, savoir si vous avez eu une idée ou déjà vu ce cas de figure. C'est un éditeur français, le lecteur enfin, l'iframe. En fait, c'est. Alors, j'ai pas entendu ça. Je ne sais même pas trop comment on peut voir quel éditeur c'est. Tu te mets sur le lecteur en question, tu cliques droit, tu mets inspecter, et en regardant, on va voir le lien de l'iframe. C'est là que je suis. Parce que la solution avec les iframes, c'est d'essayer parfois de contacter les équipes de développement de la solution. Hein. C'est souvent le cas avec les sites de booking dans les hôtels ou les. Ouais. Voilà, tous ces cas-là. Et du coup, tu contactes la solution, tu vois avec leurs développeurs. Et parfois, ils peuvent être sympas et pousser un data layer spécifique que tu vas pouvoir écouter toi depuis la page avant. Puis parfois, c'est pas possible. Et là, du coup. D'accord. Je vais regarder. Sinon, je vous le présenterai la fois prochaine éventuellement. Après, il y a aussi moyen avec ChatGPT, tu lui donnes l'URL de la page, tu lui demandes d'analyser le code et tu lui dis OK, bah, tu es un expert en Google Tag Manager et tu vas m'écrire un listener pour le lecteur qui est sur cette page, etc. Et puis il va te faire un listener et puis bah, derrière, toi, tu vas pouvoir faire quelque chose avec GTM là-dessus. Ouais. D'accord, ok. Mais il faut que l'iframe ait un certain certificat qui est pas, c'est pas toujours le cas en fait. Mais oui, c'est vrai que par exemple, ça marche avec Calendly. On en parlait tout à l'heure. Mais. Oui. Ouais, de toute façon. Ok, mais au pire, je vais regarder ça alors, oui. Est-ce qu'on avait une autre problématique?
C'est bon, on a fait beaucoup de thèmes aujourd'hui. J'ai fait la liste de tous les thèmes abordés. Un petit peu je vais répéter du coup. Yes. Et puis partagera de toute façon sur Discord. Juste pour info, je crois que c'est WebGL, je ne sais pas si ça me dit quelque chose, pour faire les rendus 3D dans les navigateurs. Je ne sais pas si ça vous a quelque chose. C'est WebGL. Je connais le code, hein, mais... C'est même pas une solution. C'est un langage, ça, non, WebGL? Ouais, c'est une librairie JavaScript, a priori, qui permet de faire dans un navigateur un rendu 2D, 3D. Ouais, donc ça peut peut-être être possible avec ChatGPT pour le coup. Ouais. Ok, bah, je vais essayer. Plus simple normalement que si c'était un éditeur qui avait sa propre solution et qui avait un truc fermé. Ok, merci. Bon, moi, je vais vous abandonner. Je vous souhaite une bonne fin de camp. Je vous dis à plus tard. Yes. Salut, Bruno. Salut. Non. Moi, c'est bon pour moi. C'est bon. Tu peux, t'as pas des questions sur des data layers On en aurait trop des questions sur les data layers. T'es pas couché, Romain, si on continue. Et ça va que moi j'ai été prise de court parce que sinon j'aurais noté plein de trucs. Hein. Bon, par contre, vous prêtez. Par contre, la semaine prochaine, c'est moi qui anime. Il faut au moins GTM, s'il vous plaît. Je sais pas quand est-ce que je reviens, moi. C'est pas que je suis la semaine prochaine. Attends, je laisse les yeux, celui-là. Toi, tu reviens, Romain Trublat, tu reviens 18 mai et le 25 mai. On dirait vraiment que tu fais un one-man show. Romain Trublat revient le 18 et le 25 mai. C'est ça, il jongle. Mais c'est férié le 18 mai, en fait. C'est férié. Ouais, mais quand on est entrepreneur, il y a des jours fériés, quoi. C'est quoi le 18? C'est la Ah ouais. Non, mais oui. C'est les meilleurs jours pour travailler, les jours fériés. Parce que t'as pas. Il n'y a pas de client qui t'envoie de mail. C'est comme le dimanche. Et à Monaco, on n'a pas les mêmes. Il y a des jours où on bosse et personne bosse, en fait. Et nous, on bosse et finalement, c'est calme, on avance bien, quoi. Au final. Quand tu bosses avec des entrepreneurs qui bossent aussi les jours fériés, quoi. Aussi, ouais, voilà. Mais c'est un autre univers, mais c'est pas désagréable, en fait. Hein. Ouais, carrément. Et j'avais un point. Est-ce qu'il y en a ici qui font de Bing Ads? Ouais, moi j'en fais si tu veux. Alors moi, j'en fais pas, toi, mais depuis la semaine dernière, j'ai envie d'en faire parce que ça a l'air super simple en fait. Donc c'est vrai que je le vendais pas. Ah, mais c'est en vrai, ça, 9 clients sur 10, ça marche. Enfin, il y a des bons résultats, donc c'est hyper intéressant d'aller chercher les quelques leads que tu vas choper là-dessus. En moyenne, c'est 10 fois moins cher et il faut investir un 10% de ton budget global. Alors moi, je vois des résultats sur des Google Analytics, en effet, de clients qui le gèrent avec d'autres personnes. Moi, je fais les ads Google et eux, ils font Bing. Je vois des super résultats, en effet, hein, en taux de conversion. Mais je me suis dit, ouais, mais moi, je connais pas, je sais pas comment facturer, machin et tout. Mais en fait, il n'y a rien à faire. C'est tout repris. Donc on va peut-être le facturer, on va peut-être le rajouter. Alors, il y a quand même, faut bien faire attention qu'il n'aille pas dépenser. Enfin, moi, j'ai eu des soucis d'import automatique qui ne marchaient pas. J'ai eu des soucis d'import automatique qui me changeaient mes budgets. Et donc, quand il rapatrie le budget Google Ads et que je dépense 10 fois plus que prévu, le client est pas très content. Ouais. Ouais, j'ai vu ton post il y a quelques jours là sur Discord et je l'ai noté aussi du coup parce que ça a interpellé. J'ai dit tiens, on va commencer à le proposer pour rajouter un petit peu sur le devis aussi. Mais il faut y a des trucs que je les ai notés. Ça reste de la veille, ça reste de la veille en plus. Et quand moi je facture, si vous voulez un ordre d'idée, quand moi je facture un suivi pour un client, un levier, je suis à 6 € sur du moins de 2000 € d'achat de passe. Et quand il y a 2 leviers, je suis à 800. Je rajoute un petit truc en plus pour qu'il y ait plusieurs leviers. Parce que déjà plus de valeur. Donc pour moi, il y a quand même ce prix-là qui rentre en compte. Mais quand même, il y a plus de gestion, plus de charge mentale. Et tu dois quand même ouvrir 2 plateformes. Ouais. Oui, bien sûr. Le mieux,
c'est d'avoir un connecteur Bing sur un Data Studio. Moi, je pilote tout au Data Studio, la même chose que celui de Bruno. Ok. Il est un peu différent, mais dans la même idée, quoi. Et de rajouter un connecteur, ne serait-ce que de vérifier la dépense. Tu rajoutes un connecteur sur Data Studio pour suivre Bing et tu vérifies que tu ne dépenses pas plus que c'était prévu et que les résultats sont là. Parce que si tu dois ouvrir à chaque fois de plateforme, mine de rien, en fait, ça prend du temps, quoi. Et ouais. Pardon. Bah oui, ça te sert aussi pour faire de reporting si vous faites les connecteurs, non? Ouais, carrément. Moi, je connais ceux de Supermetrics, mais peut-être que Romain, tu as des conseils plus avisés sur les connecteurs actuels. Après, Supermetrics, Funnel. Après, il en existe des moins chers avec Catcher, etc. Mais c'est moins cher, donc souvent c'est moins bien. Moi, je pars sur l'option là des créer moi-même avec avec le chat GPT aussi, et faire des ETL. En fait, ça restera à terme la solution la plus rentable parce que le problème, c'est que Supermetrics, ça vaut une bloc, quoi. Bon, enfin, en vrai, moi, je trouve. Ouais, c'est cher, hein, ça. Hein. Non, Yeah. c'est 100 balles par mois pour autant de connecteurs que tu veux, je crois. Ah ouais. Ah oui. 100 balles par mois. Ah ouais, parce que moi, j'ai les derniers billets, j'avais 4. Alors, Je cherche le pricing, mais leur site est éclaté. Ça dépend pas du volume. ça dépend du type de connecteur que tu veux. En fait, ils ont des offres, mais si tu veux certains connecteurs, il faut que tu passes à l'option dessus et ça passe vite à 4000, il me semble, par mois. J'avais fait faire. Moi, je suis à 200 balles par mois, là. Non, j'ai dit. Ah, putain, ils ont augmenté leur prix. Donc, tu as 2000. Ouais. Donc, tu vois, ça fait un mine de rien. Alors, toi, tu les revends en tant que. Si après, tu revends ton dashboard, ça peut être intéressant. Hein. Enfin, tu achètes une licence, tu la passes dans tes frais en plus. Donc, si tu rends tes dashboards, tu peux avoir un intérêt à faire ça. Après, quand c'est le client qui doit juste acheter sa licence tout seul et qui doit payer 3 à 4 000 euros pour avoir accès à ses dashboards à l'année, bah, tu touches pas tous les clients, quoi. Oui, surtout quand il n'est pas payé les trucs à Noël à 70 €, il ne payerait pas non plus pour Supermetrics. Il ne veut pas payer Analytics et le père à 50 euros. C'est ça. Supermetrics, là, déjà la CMP à 9,99 de chez Acepsio, tu sens qu'il grince un peu. Donc, Et sinon, au niveau de Paul, au niveau des mots-clés, sur Bing Ads, est-ce que ça fonctionne aussi bien les Broad Match que les exact? Parce que Petite Poisson m'a dit qu'il faut faire attention avec les larges. Pas de large. Dans Microsoft. Ouais, ça réagit différemment. Ah, voilà, les petites Poissons, il est là. Les account managers, ils le disent. Hein. Moi, j'ai eu un account manager chez Bing, il me dit ah non, surtout mettez pas de large. Surtout pas. Ah non, mais il le sait. Mettez de l'expression, de l'exact, mais pas de large. Donc, si tu n'exportes pas des campagnes avec du large dedans qui cartonnent chez Google, ça ne marchera pas chez Bing. Et Ouais, bah, vous c'est êtes au CPC. Pardon? Je veux dire curiosité, parce que moi je ne fais pas du tout d'acquisition, mais vous êtes au CPC manuel, vous utilisez les enchères intelligentes de Bing? Oui. Ouais, bon, moi je me prends la tête, je me prends pas la tête, j'importe. Et je fais du suivi par rapport à l'import. C'est assez rare que je modifie des grosses choses par rapport à Google Ads. Donc ouais, j'avoue que je me prends pas trop le chou. Après, ce que j'ai vu aussi d'autres agences qui faisaient, c'est qu'ils mettaient souvent juste en place une campagne shopping sur du commerce, en mode juste ils mettent ça en place, basta, ils font pas d'import. En mode on met le strict minimum et on va aller choper les quelques ventes en plus additionnelles, quoi. C'est rare que j'ai vu des gens qui géraient un compte Ads, Google Ads et un compte Bing Ads en mode full gérer les deux, quoi. Non. Ce Bing, de toute façon, il y a tellement de volume que pour moi, setup un compte et le suivre comme Google Ads, ça serait pas rentable, quoi. Bah non, t'as pas de, comme tu dis, t'as pas de volume, mais t'as beaucoup de budget de dépenser. Ouais. Donc, et puis exclure des mots-clés sur un compte, ça prend du temps, donc c'est pas rentable. Non, par contre, les imports, quand tu fais un import chez Bing, ils te reprennent les listes d'exclusion de mots-clés. Hein.
Du coup, moi, de toute façon, j'ai exclu presque jamais au niveau de la campagne. Je fais par liste à droite et à gauche. Et tout ça, c'est important. Du coup, si tu as déjà fait, si moi, mon compte Google, c'était très mature. Du coup, quand tu fais un seul import chez Bing, et effectivement, j'avais dit au client, on va dépenser peu chez Bing, etc. Et là, tous les jours, j'ai suis budget limité. Ça fonctionne super bien, les conversions, etc. Et du coup, Paul, tu as dit combien tu vas répéter quand tu rajoutes en ligne 10%. Des Ah, Bing pardon. Ads. Bouge pas, je te parle de la grille tarifaire si tu veux. Des prestations. Ouais, regarde. Yes. Attends, je te partage la grille. Je vous mets ma grille de facturation si tu veux dans le chat. Par contre, elle va passer ou pas? Yes. Ça, c'est pour un levier. Donc, tu vois, entre 0 et 2000 euros déjà d'espace, je suis à 600 euros de mon horaire, etc., etc. Et quand je suis sur 2 leviers, grosso merdo, c'est 200 euros de plus. À peu près. D'accord. Ouais, en fait, c'est un pourcentage. J'ai plus les pourcentages en tête, mais c'est un pourcentage derrière. Et ouais. En sachant que souvent, je mets dans le même package Google et Bing, Google Ads et Bing Ads. Et ce deuxième levier, c'est plutôt quand je vais chercher du Facebook Ads en parallèle. Parce que Google et Bing Ads, vu que c'est le port automatique, voilà. Mais je pourrais aussi le faire sur Google et Bing. En upsell, moi, je trouve que le plus intéressant aujourd'hui, c'est c'est d'aller chercher du Facebook et Instagram Ads. Où là, vraiment, tu peux aller chercher des trucs intéressants avec des très gros budgets. Ouais. Mais c'est chiant, Meta. C'est chiant. En vrai, moi, je n'aimais pas du tout. Et je m'y suis mis en mode sérieux. Et en fait, quand tu as les bons process, tu peux vraiment aller vite et tu peux avoir des très bons résultats. Ouais. Moi, j'ai des clients, j'ai dépensé 1000 balles par jour sur Facebook Ads. On peut vraiment avoir des choses intéressantes. Un B2C ou un B2B? Mais il faut prendre le pied du process. Là, c'est du B2B. Ah ouais. Il y a vraiment des thématiques où ça marche très très bien. Il y a des thématiques où c'est bon. Mais même pour du commerce, franchement, tu vas avoir des choses intéressantes. Et puis, Moi, mon process, c'est de donner à Paul. Non, mais le fait de créer C'est un bon process. groupe d'annonces et annonces. Et de faire x2 sur le devis. C'est la discussion d'avant. Mais ouais, le fait de faire complète ta ligne complète, c'est-à-dire campagne d'annonces et annonces, enfin, c'est pas groupe d'annonces chez eux, c'est ensemble de publicité et publicité. Une fois que tu as créé ce truc-là, tu viens créer en fait à l'envers. C'est-à-dire que c'est comme un arbre en fait, tu as ton tronc qui est ta campagne, tes ensembles de publicité au-dessus et tes publicités. Et du coup, tu crées ton premier truc complet, tu fais le complet jusqu'en haut, tu fais toutes tes publicités, et après tu dupliques le truc du dessous. Tu dupliques tous tes ensembles de publicités. Tu testes tous tes ensembles, et du coup, ça va assez vite. Là, il faut juste faire le bon process, il faut l'avoir fait 2-3 fois. Quand j'explique ça, mes étudiants, ils font des gros yeux de putain, il est pété ce mec. Mais ça va bien. Et derrière, ouais, tu déploies ton truc et ça marche, ça va vite en fait. Ah bah, tu pourrais faire une formation là. Ouais, au cas. Bah, peut-être pendant l'événement. Vous avez vu passer Nelly et Caroline les derniers mails de Bruno? Oui. On posait la question créer un événement. Pas compris. Ah oui, j'ai répondu au questionnaire. Bah, en octobre, à Lyon. On vous redonnera des infos très rapidement. Ouais. C'est loin de chez moi, ça. Du covoiturage. Ouais. Peut-être. Le train, ça marche bien aussi. Ouais, Bordeaux, Lyon, je sais pas. Il y en a qu'on fait Andorre-Paris il n'y a pas longtemps. Ouais. Pas dans les... En période de grève. Ouais. Non, mais si vous voulez organiser des événements. Sinon, les prochains fait assez vite. Je prends aussi. Hein. Il y a du monde ici. Hein. On va faire une. Et ce sera octobre du coup, toujours ou plus tard? C'est en discussion. On n'a pas d'infos encore calées, mais c'est en discussion. Ouais. Ok. En fait, je ne peux pas te donner d'infos parce qu'on les a pas complètement. Et du coup, ça serait dommage de vous donner des trucs qui sont pas encore actés. Mais ça devrait, on devrait communiquer rapidement dessus. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aborde un dernier sujet? Il nous reste encore un peu de temps. Eh ben, la semaine prochaine, du coup, ça sera Christina et Romain Amino
qui seront là. J'ai vraiment l'impression d'annoncer un spectacle, il n'y a rien qui va. Mais c'est un peu le bootcamp, c'est sympa, quoi. Il y a eu beaucoup de sujets à aborder, c'est chouette, ça va faire une belle vidéo. Ouais. C'est clair. Ah, c'est top. Bon. C'est vraiment top. Eh ben, à très vite. Bon, merci d'avoir résolu. Merci beaucoup. Hein. À la semaine prochaine. Ouais. Merci à tous. On se voit bientôt. Salut. Ciao. À très vite. Romain, pense à récupérer l'enregistrement. Allez, à bientôt. Ouais, mais ça va se upgrader automatiquement et ça va se mettre dans mon espace et je partagerai ça. Allez, à plus. Salut. Allez, bon après-midi. Ciao, bon après-midi.